Dans cette présentation, on va traiter l'exercice 4 et l'exercice 5. On commence par l'exercice 4. Donc, voici l'énoncé de l'exercice 4. Montrer que la fonction e de x, y égale à exponentielle moins x sinus y, moins y cosinus y est harmonique. Déterminer une fonction v telle que la fonction f égale à e plus iv et soit holomorphe. Même question pour le cas 2. Donc, concernant la première question, donc là, il faut connaître la définition de la fonction harmonique. Concernant la deuxième fonction, on doit connaître la proposition qui a été donnée dans la partie des fonctions harmoniques. Il faut connaître la liaison entre fonctions harmoniques et holomorphes. Donc vous avez fait ça en cours. Donc, on commence par la question, la question 1. Donc, je veux donner un rappel avant. Donc, soit E est une fonction de oméga dans R au carré dans R de classe C2, c'est-à-dire continue et dérivable deux fois sur oméga. On dit que la fonction E est harmonique si laplacienne est égale à la dérivée seconde de E par rapport à x plus la dérivée seconde de E par rapport à y égale à 0. Pour tout x, y appartient à oméga dans R au carré. Donc là, concernant la première question, donc là, il suffit d'utiliser la définition de la fonction harmonique. On calcule la Laplacienne de E. La Laplacienne de E qui est égale à la dérivée seconde de E par rapport à x plus la dérivée seconde de E par rapport à y. Donc, c'est vraiment facile. Donc là, on calcule la dérivée de E par rapport à x, on trouve cette fonction. C'est juste de calcul produit. Et après, on calcule la dérivée et après, on a simplifié, on a trouvé cette fonction. Donc, la dérivée de E par rapport à x égale à moins x, égale à moins x, égale à moins x exponentielle x sinus y plus y exponentielle moins x cosinus y plus exponentielle moins x sinus y. Et après, on calcule la dérivée seconde. Concernant, donc là, on calcule la dérivée seconde de E, donc c'est-à-dire on calcule la dérivée seconde de cette fonction. Là, c'est juste des calculs simples. Donc, on calcule, on trouve cette fonction. Donc, la dérivée seconde de E par rapport à x au carré égale à cette fonction. Donc, là, vous avez un produit. Là, vous avez directement, donc, exponentielle, la dérivée de x, y exponentielle moins x cosinus y, c'est, ça donne moins. Voilà. Moins exponentielle moins x sinus y. Là, c'est la dérivée seconde. Et après, on calcule la dérivée, là, on a simplifié l'écriture de la dérivée seconde de E par rapport à X, et après, on calcule la dérivée de E par rapport à Y. On trouve cette fonction. Et après, on calcule la dérivée seconde. C'est simple aussi. C'est juste des calculs de dérivée. Donc là, on considère le X comme un constant. Si on dérive par rapport à Y, donc X exponentielle moins X, c'est un constant par rapport à Y. Et le exponentielle moins x aussi c'est un constant par rapport à y. Et exponentielle moins x aussi c'est un constant par rapport à y. C'est juste de maîtriser des calculs des fonctions dérivées. Et après, donc on a simplifié la dérivée seconde de e par rapport à y. On a trouvé cette fonction. Et après, on calcule la somme. Donc là, on calcule la Laplacienne, delta de e qui est égale à la dérivée de e par rapport à x, plus la dérivée seconde de e par rapport à y. Donc la Laplacienne égale la somme de deux dérivées secondes de e par rapport à x et par rapport à y. On a trouvé 0. Donc comme la Laplacienne égale à 0, donc e est harmonique. Donc là, on a montré que e est harmonique. Et après, on passe aux deuxième question. Question B. Question B. Donc vous avez l'énoncé de l'exercice 4. Question B. Déterminer une fonction phi telle que la fonction f égale e plus ev soit holomorphe. Donc on a que la fonction e, c'est la partie réelle de f. On cherche la fonction v. Comme f est holomorphe, alors f vérifie les conditions de Cauchy-Riemann. Les deux conditions de Cauchy-Riemann. Donc directement, on passe à la question 2. Donc on a fait cette question, c'est pas. Voilà. Donc question 1b. Donc on a la dérivée de e par rapport à x égale la dérivée de b par rapport à y. Pourquoi? Car la fonction f est holomorphe. Comme f est holomorphe, alors la première condition de Cauchy-Riemann est vérifiée. Donc v de x, y égale à
égale l'intégrale de la dérivée de e par rapport à x dy, qui est égale la dérivée de v par rapport à y dy. Donc là, c'est simple. Comme nous avons la dérivée de e par rapport à x, on intègre cette fonction par rapport à y directement. On intègre cette fonction, on intègre la dérivée de e par rapport à x par rapport à y. Voilà, donc v de x, y égale l'intégrale de cette fonction, qui est la dérivée de e par rapport à x. On a calculé ça dans la question numéro A1A. Voilà. Et après, donc là, c'est l'intégrale. Donc là, vous avez l'intégrale par partie. Là, c'est l'intégrale par partie aussi. Là, c'est l'intégrale simple. Voilà. Et après, on a trouvé ça. Donc, par suite, v de x égale à x exponentielle moins x cosinus y exponentielle moins x, l'intégrale de ça, de cette fonction, plus c de x plus un constant, on intègre par partie, on trouve cette fonction. Donc, on intègre par partie, vous avez fait l'intégrale par partie, donc il faut connaître la méthode d'intégration par partie pour trouver la fonction v de x, y. Donc, égale à exponentielle x cosinus y plus y sinus y cosinus y moins cosinus y plus c de x. Donc là, on a trouvé la fonction v de x, y, maintenant on manque le c de x. Donc, comment trouver le constant c de x? Donc là, on utilise le deuxième de condition de Cauchy-Riemann, comme la fonction f est holonomorphe, alors la dérivée de e par rapport à y égale à moins la dérivée de v par rapport à x. Donc, on calcule la dérivée de v par rapport à x. Donc, on a trouvé v de x simplifié. Et après, on cherche le constant c de x. Donc, on a la deuxième condition de Cauchy-Riemann, la dérivée de e par rapport à y égale à moins la dérivée de v par rapport à x. Donc, on fait l'égalité seulement. On a calculé dans la question A la dérivée de e par rapport à y. Et après, on a trouvé la fonction v par rapport en fonction de constant c de x. Et après, on calcule la dérivée de v par rapport à x. Et après, on fait l'égalité pour trouver le constant c de x. Voilà. Donc là, cette fonction, c'est la dérivée de v, c'est moins la dérivée de v par rapport à x. Et cette fonction, c'est la dérivée de e par rapport à y. On a fait l'égalité. Donc, en éliminant les termes égaux de signes différents, on trouve. Donc là, il suffit de. Et après, on trouve c' de x égale à 0. En intégrant c' par rapport à x, on obtient que le c de x égale à constant est égal à a. Donc là, nous avons trouvé v de x, y égale à exponentielle moins x cosinus y plus y sinus y plus a. Donc f est holonomorphe est donné par f de z égale à e plus ev. Donc la fonction e a été donnée et nous avons trouvé la fonction v. Nous avons trouvé la fonction v d'après les conditions de Cauchy-Riemann. On passe à l'exercice numéro 5. Avant de commencer l'exercice numéro 5, je donnerai un petit rappel concernant les singularités. Donc, concernant les singularités, on a trois types de singularités: singularité apparente et singularité pôle et singularité essentielle. Concernant la singularité apparente, donc le point de singularité z0 est appelé singularité apparente de R si la limite de f de z existe quand z tend vers à z0. Donc, tel que f de z n'est pas défini en z0. Donc, en étudiant la singularité où f n'est pas défini en z0. Donc, par exemple, ici, le point singulier z0 égale à 0 est une singularité apparente de la fonction f de z qui est égale à cosinus z moins 1 sur z. Pourquoi le 0? Parce que la fonction f n'est pas définie en 0. Donc là, il suffit d'appliquer la définition de singularité apparente. On calcule la limite de cosinus z moins 1 sur z quand z tend vers à 0. Donc ça donne a. Donc c'est une singularité apparente. Deuxième singularité, pôle. C'est la limite de z moins z0 à la puissance n fois f de z quand z tend vers z0 est égal à a, différent de 0. Alors z0 est appelé un pôle d'ordre n. Si n égale à 1, alors z0 est appelé un pôle simple. Donc voilà, ça c'est le deuxième type de singularité. Donc pour avoir le pôle, donc il suffit seulement de calculer la limite de z moins z0 à la puissance n fois f de z quand z tend vers à z0, où f n'est pas défini en z0 ou f n'est pas holomorphe en z0.
Donc, voilà. On commence par, voilà, je vous donnerai un exemple avant de commencer l'exercice. Donc, soit la fonction f de z qui est égale à z moins 5 sur z moins 2 à la puissance 3 fois z moins i. Donc, on va étudier la singularité en z égale à 2 et en z égale à i. Pourquoi? Parce que la fonction f de z n'est pas définie en 2 et n'est pas définie en i. Donc, on commence par 2. Donc, la fonction, là, nous avons à la puissance 3. Donc, on calcule quoi? On calcule la limite de z moins 2 à la puissance 3 fois f de z. Donc, quand z, on verra 2. Donc, égal à quoi? On simplifie, on trouve. Donc là, on simplifie le z moins 2 à la puissance 3 avec le z moins 2 à la puissance 3. On trouve z moins 5 sur z moins i. Quand z, on verra 2, il suffit de remplacer z par 2. On trouve moins 3 sur 2 moins i. Donc, la fonction f a d'ordre un pôle d'ordre 3 en z égale à 2. Et après, f n'est pas défini en i, donc, et là nous avons à la puissance 1, donc on calcule la limite de quoi? De z moins i pour f de z. Quand z on verra à i. Donc ça donne, on simplifie, on trouve la limite de z moins 5 sur z moins 2 à la puissance 3, quand z on verra i, qui est égal à i moins 5 sur i moins 2 à la puissance 3. Donc f on a un pôle simple en z égale à, là c'est une erreur de frappe seulement, donc à un pôle simple, à un pôle simple en z égale à i. Donc voilà, donc concernant, donc là nous avons deux types de pôles, un pôle simple et un pôle d'ordre 3. Il faut déterminer les points où f n'est pas défini. Donc, concernant là, nous avons f n'est pas défini en 2 et nous avons f n'est pas défini en i. C'est pour cela, nous avons calculé la limite de z-2 à la puissance 3 fois f de z et z-i pour f de z quand z tend vers a. Donc, ça, c'est juste un rappel concernant les types de singularité. Donc, on commence par l'exercice et il nous reste la singularité essentielle, une singularité qui qui n'est pas ni une singularité apparente est appelée une singularité essentielle. Donc si la limite n'est pas ni singularité apparente, alors est une singularité essentielle. Par exemple, donc vous avez la fonction f de z égale à exponentielle 1 sur z moins 1. Donc cette fonction n'est pas définie en z égale à 1. Donc on va étudier la singularité en z égale à 1. Donc là, regarde s'il vous plaît, on calcule la limite de f de z directement. Quand z tend vers à 1, ça donne la limite de exponentielle 1 sur z moins 1, ça donne 1 sur 0, ça donne l'infini, donc exponentielle plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc là, c'est une singularité essentielle. Donc c'est une singularité essentielle. C'est une singularité essentielle. Donc on passe à l'exercice numéro 6. Quelle est la nature des singularités de chacune des fonctions suivantes? Là, nous avons la fonction a, f de z égale à z plus 2 sur z au carré moins 4, et la fonction b, f de z égale à 1 sur 1 plus 1 sur z, et la fonction f de z égale 1 sur sinus 1 sur z au carré. Donc la première chose à faire, on détermine les points de singularité, c'est-à-dire où f n'est pas défini. Donc, concernant la première fonction, donc f n'est pas défini en z égale à 2 et en z égale à moins 2. Voilà. Concernant la première, donc quand z tend vers a, donc on calcule la limite de f de z quand z tend vers à moins 2. Donc z au carré moins 4 égale à z moins 2 fois z plus 2. Là, on simplifie directement. On simplifie z plus 2 sur z plus 2. Il ne reste que la limite de 1 sur z moins 2 quand z tend vers 1 moins 2. Donc là, il suffit de remplacer z moins 2. On trouve la limite de moins 1 sur 4. Donc comme la limite est égale à moins 1 sur 4, donc c'est une singularité apparente. Donc za égale à moins 2 est une singularité apparente. Et là, on calcule la limite de z moins 2 quand z tend vers 2. Si on calcule la limite directement de quand z tend vers 2, on trouve une forme indéterminée. Donc là, ça donne la limite de, on calcule la limite de z moins 2 fois f de z quand z tend vers 2 égale la limite de z moins 2 fois z plus 2 sur z moins 2 fois z plus 2 quand z tend vers 2. Donc on simplifie. On simplifie z moins 2 avec z moins 2, on trouve la limite de z plus 2 sur z plus 2 égale à 1. Donc z0 égale à 2 est un pôle simple. Et après, on passe aux deuxième fonction.
Donc là, donc f de z égale 1 sur 1 plus 1 sur z. Donc les points singuliers ici, z0, z0 égale à 0 et z1 égale à moins 1. Donc là, c'est simple. Pourquoi moins 1? Si on remplace z1 par moins 1, on trouve, là c'est 1 sur 0. Même pour 0, on trouve 1 sur 0. Ça. Donc la fonction f n'est pas définie en z égale à 0 et en z égale à moins 1. Donc on va utiliser la singularité en z égale à 0 et en z égale à moins 1. Donc concernant le z égale à 0, concernant le z égale à 0, donc on calcule la limite de f de z quand z tend vers 0, qui est égale à la limite de 1 sur 1 plus 1 sur z quand z tend vers 0. Là, on simplifie, on trouve la limite de z sur 1 plus z. On fait le même dénominateur, et après on inverse les fractions. On trouve la limite de z sur 1 plus z quand z tend vers 0. Donc ça donne 0 sur 1, donc égal à 0. Donc z0 est une singularité apparente. Et après, concernant concernant le moins 1. Donc là, le moins 1, r n'est pas défini aussi en z égale à moins 1. Donc on calcule la limite de z moins z0, c'est-à-dire z plus 1 fois f de z. Et après, on trouve cette limite, c'est z fois z plus 1 sur 1 plus z. On simplifie z plus 1 avec z plus 1. Quand la limite de z tombe à la moins 1, on trouve moins 1. Donc z0 est un pôle simple. Et après, concernant la troisième fonction, donc là, faites attention à ça. Donc la fonction, on a deux points où f n'est pas défini. On a trois points, pardon. Donc les points de singularité, on a z0 égale à 0 et z1 égale plus ou moins 1 sur racine de kp. Pourquoi plus ou moins 1 sur racine de kp? Le sinus, donc f est défini si c'est le sinus 1 sur z au carré différent de 0. Donc sinus 1 sur z au carré différent de 0 signifie que 1 sur z au carré différent de kp. Donc, et après on simplifie, on trouve que z égale à plus ou moins 1 sur racine de kp. On commence pour z égale à 0. Donc la limite de f de z, la limite de f de z quand z tend vers 0 n'existe pas. Donc on passe au deuxième test. Donc là, ce n'est pas une singularité apparente. On passe au deuxième test, pôle. Est-ce que c'est une pôle? C'est un pôle ou non? On calcule aussi la limite de z moins 0 fois f de z quand z tend vers 0. De même, cette limite n'existe pas. N'existe pas car vous avez 1 sur 0, 1 sur 0, sinus 1 sur 0 sur l'infini, donc sinus l'infini n'est pas, donc cette limite n'est pas définie. Ou n'existe pas. Donc z0 égale à 0, ni une singularité apparente, ni une singularité pôle. Alors z0 égale à 0 est une singularité essentielle. Donc on a fait le test de singularité apparente et on a fait le test de singularité pôle. Donc ni ni singularité apparente, ni pôle. Donc, c'est une singularité essentielle. Ça c'est d'après la définition. Donc, il faut connaître la définition de la singularité apparente, pôle et essentielle. Et après, on passe au deuxième point, concernant pour z1 égale à, pour z1 égale 1 sur racine de kp. Donc là, on passe au test de pôle directement. Donc, la limite de quoi? La limite de z-1 sur racine de kp, quand z tend vers 1 sur racine de kp fois f de z. Donc là, en multipliant cette quantité fois f de z, on trouve z-1 sur racine de kp, sinus 1 sur z au carré. On remplace, là on trouve 0, là aussi on trouve 0. Donc là, ça donne, si on remplace ici, on trouve sinus kp c'est 0. Donc on trouve une forme indéterminée. Donc le vent, la forme indéterminée en utilisant la règle de l'hôpital. En utilisant la règle de l'hôpital, c'est-à-dire on dérive les numérateurs et on dérive le dénominateur. Donc cette limite égale la dérivée, la dérivée de z moins 1 sur racine de kp sur la dérivée de sinus 1 sur z au carré. Donc ça donne la dérivée de l'énumérateur, ça donne 1. La dérivée de dénominateur, ça donne moins 2 sur z à la puissance 3 fois cosinus 1 sur z au carré. Et après, pour calculer cette limite, on remplace z directement par 1 sur racine de kp, on trouve cette quantité, cosinus kp. On trouve 1 sur 2 kp, racine de kp, cosinus kp. Donc là, cette limite existe, donc est un pôle simple. De même pour z2 égale à moins racine de kp. Donc on obtient de même manière analogue, on trouve la limite de z plus 1 sur racine de kp fois f de z égale à moins 1 sur 2 kp, racine de kp, cosinus kp.
Donc ça, c'est un nombre complexe. C'est un nombre complexe. Donc Z2 est un pôle simple. Donc concernant l'exercice 5, il faut connaître la définition de, de, de singularité apparente, singularité essentielle et singularité pôle. Et après, il faut déterminer les points de singularité, c'est-à-dire les points où f n'est pas défini.